L'histoire de Michel commence le 7 novembre 1929 à Laxou, près de Nancy, donc en Lorraine. On ne sait pas pourquoi, il n'a pas connu ses parents. Il a été placé tout de suite dans un orphelinat qui était à l'époque géré par des religieuses. Il a dû passer toute sa petite enfance là. Il n'en avait pas vraiment de souvenirs, peut-être une sœur qui était gentille avec lui, mais c'est tout. Il était tout petit, il ne pouvait pas avoir beaucoup de souvenirs. À 6 ans, sans doute, à l'âge scolaire, il a été placé chez deux mamies, deux grands-mères qu'il appelait Mémé, où apparemment ça se passait bien. Il a dû suivre sa scolarité normalement. Il en parlait très très peu, mais ni en bien ni en mal. Il avait un souvenir quand même d'une forêt qu'il était obligé de traverser pour aller chercher du pain, et ça paraissait être un problème pour lui, un peu difficile. À 14 ans, la DAS l'a placé comme commis agricole successivement dans 2 fermes. Là, les conditions étaient très très dures parce qu'il était pratiquement exploité. Les enfants de la DAS n'étaient pas considérés du tout. Et donc, les travaux des champs étaient très très durs. Il n'avait pas le droit de s'arrêter, pas de pause. Il n'avait non plus ni loisirs ni argent personnel. Les vêtements, c'était ceux qu'on lui donnait, c'est-à-dire très peu de choses, enfin le minimum, puisqu'il n'avait pas de sous-vêtements et surtout pas de brosse à dents. Donc les conditions pour lui ont été très difficiles, mais il en parlait très peu. Il évoquait de temps en temps des souvenirs comme quoi c'était très difficile. Et il a eu la chance de rencontrer un grand-père qu'il appelait Pépé, un Pépé, qui lui a dit « Petit, si tu veux t'en sortir, il faut t'engager ». En 2005, je suis parti faire mes études à Marseille, donc des études pour travailler en hôtellerie comme technicien. En 2007, j'ai eu mon diplôme. Entre-temps, je revenais tous les 15 jours. C'est là que je me suis aperçu de l'état de Michel. Au tout début, on ne savait pas trop ce que c'était, les symptômes qu'il avait, si c'était neurologique ou autre. Et chaque fois que je revenais, je voyais son état qui diminuait. Donc physiquement et puis aussi psychiquement, quoi. Parce que on faisait des parties de cartes. Ça, c'était important pour lui. Donc au début, il contrôlait bien les chiffres. Après, il était perdu dans la valeur des cartes. Et puis l'après-midi, on allait faire des tours en voiture. Donc on allait là où il avait bien connu, là où il se remémorait, que c'était des bons moments, où il ramassait les champignons par exemple. Puis comme il avait trouvé des truffes, il aimait bien retrouver les endroits. Et à partir de là, on avait décidé, parce qu'il logeait avec maman là, en haut, donc on a décidé d'aménager une pièce en bas là. Et puis c'est là qu'il commençait à vadrouiller. Il y a un camping à côté de la maison, il allait dans les tentes. C'est un peu gênant pour les gens, quoi. Mais enfin, c'était tellement gentil que les gens lui donnaient un siège. Et puis il buvait un coup avec le monsieur, et puis voilà. Après on allait le chercher, ou la voisine qui a le camping, il nous prévenait qu'il était là-bas. Et puis il est arrivé un jour où justement, il est allé un peu plus loin que le camping. Il est allé du côté de l'école qui est à 800 mètres là au moins. Et puis il y a une grande rue principale, donc avec beaucoup de voitures qui passent. Et là donc la feuille s'est écrasée, et là on a commencé à dire, là il faut prendre des dispositions. Du coup on a mis des chaînes, des cadenas, aux 2 portails pour éviter qu'ils sortent, quoi. Donc le jour de ses 18 ans, il est allé s'engager à Nancy vraisemblablement, et avec un contrat de 5 ans au départ. Il est tout de suite parti pour Vannes, où il a fait l'école de parachutiste, et il a eu son brevet l'année suivante, en 48, début 48. Et à ce moment-là, il est parti en Indochine dans un régiment de parachutistes. Simultanément à son brevet de para, il a préparé le brevet d'opérateur radio pour être dans les transmissions. Donc là, arrivé en Indochine, il a été dans un commando para.
Il a eu l'occasion de faire plusieurs sauts dans les rizières. Et c'était particulièrement difficile parce que d'abord, la réception au sol était très difficile et puis il risquait d'être sous le feu des ennemis. Au cours d'une opération avec son commando, ils ont été pris sous un feu très violent des ennemis. Et donc, à ce moment-là, Michel a pu installer rapidement et sous les feux son poste radio et a pu joindre le PC, ce qui a permis de venir secourir son commando. Il a alors été cité à l'ordre de son régiment pour justement avoir permis de sauver son commando. Et il a donc la médaille coloniale avec croix de bronze. Donc pour moi, c'est un événement très très important dans sa vie parce que je trouve qu'à son âge, il avait à peine 20 ans et elle va être déjà décoré de la médaille militaire d'Extrême-Orient. Par la suite, donc, il a fait une première campagne d'Indochine. Je crois qu'à l'époque, il y en avait qui partaient pour 2 ans, mais je crois que lui, c'était des périodes de 2 ans et demi. Donc, il est rentré en France en permission au bout de sa première campagne. Il est reparti pour un deuxième séjour en Indochine. Là, j'ai aucun détail. À part qu'il a été à la baie d'Along, je sais qu'il s'est baigné dans la baie d'Along. Donc là, il avait eu la chance de pouvoir faire un petit séjour, je suppose. Et enfin, à part ça, j'ai aucun détail de son deuxième séjour. Il est donc rentré en France pour une deuxième permission, à l'issue de laquelle il a été envoyé en Algérie dans un régiment de chars de combat, mais toujours comme opérateur radio. Et puis on jouait là. Et Jean-Marie était bon. Tu te rappelles pas de ça? Les toutes premières années. Après on faisait des jeux de questions pour les champions avec Jean-Marie. Après l'avoir fini, la chambre là, bon, on l'a fait coucher là-bas. Au début, il ne s'y faisait pas du tout. Je me rappelle, je le retrouvais, disons qu'on le couchait, toujours à 9 h en général. Je le retrouvais vers minuit, 1 h du matin dans la cuisine. Bon, j'allais le recoucher. Moi, j'étais au-dessus. Et puis 2-3 heures plus tard, en général, il tombait. Et puis encore une autre fois, vers 2-3 heures du matin, il se mettait à parler. La nuit, il revit des trucs énormes. Quand il se fait attaquer ou il voit des collègues qui sont morts. Donc il exprime et tout. Alors moi, je me disais, ouais, mais ça n'a pas peine de vivre, ça s'est pas eu des horreurs pareilles. Il revit une deuxième fois la guerre. Donc il y a aussi la guerre plus la maladie. Donc du coup, moi, je travaillais à cette époque-là, donc assez tôt le matin. Du coup, j'arrivais pas bien à dormir. Moi, ça me perturbait, lui aussi. Puis il était très lourd. Du coup, une fois, j'ai fait intervenir mon frère Bernard, justement pour qu'il m'aide et tout, parce qu'il faisait quand même 90 kilos et tout seul. Voilà. Puis alors, le problème après, c'est que tu te fais une fixation là-dessus. Tu te dis la nuit prochaine, je vais pas dormir parce qu'il va se passer la même chose. Puis voilà, donc c'est ça le calvaire, quoi. Quand quelqu'un est atteint de cette maladie, voilà, après il y a des dommages collatéraux aussi qui apparaissent, quoi. Je me rappelle une fois, il leur fait voir des albums et puis même des films vidéo que j'avais à l'époque. Donc de tirer de films Super 8, j'avais fait le transfert et tout. J'avais fait visionner ça à la télévision et puis pour les photos, ça lui a fait super plaisir. Je me rappelle il pouvait communiquer plus avec la parole, mais avec le visage, avec les yeux, il communiquait bien. Ça, je me souvenais bien de ça. Demain, il faudra que je les ramasse. Oui, regarde, elles sont belles. Il n'y a pas de pucerons dedans, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, tout va bien. Là, c'est pareil, là, c'est joli. Après ce premier séjour en Algérie, il a donc eu une permission qu'il est venu passer à Hyères, les Palmiers, et dans un hôtel militaire où les permissionnaires et les familles pouvaient séjourner après leur retour de campagne. Donc moi à l'époque j'étais infirmière dans un centre de rééducation motrice pour enfants et j'avais une amie avec qui j'avais fait mes études d'infirmière. On avait acheté ensemble une Vespa d'occasion et c'est très important parce qu'elle était très souvent en panne.
Donc un soir, un 12 mai, il y avait un bal au casino et nous avions décidé d'y aller toutes les deux ensemble, ce que nous avons fait avec la Vespa qui à l'aller a très bien marché. Et puis donc nous avons dansé un peu, à un moment nous avons fait une pause. À côté de la salle de danse du casino, il y avait une salle de cinéma qui donnait sur cette salle par une porte. Et il y avait quelques marches, donc c'était un peu surélevé. Et à minuit précise, comme dans les contes de fées, la porte s'est ouverte et Michel est resté sur les marches. Et il a jeté un coup d'œil à la salle, il est resté un petit moment observé. Et puis il s'est dirigé vers moi et m'a invité à danser. Franchement, quand quelqu'un est atteint de ça, tu y penses tout le temps, même pendant le boulot, même quand tu dors, tu te dis, mais il va se passer quelque chose. Comme moi, j'étais au-dessus de sa chambre. Quand je tombais, je me disais, même à force, à la fin, ce que j'ai mamie, bah, j'aurais mieux préféré qu'il soit mort, qu'il se casse la nuque. Comme ça, pas peine de souffrir, parce que tous les autres souffrent en même temps. C'est vrai que tu sens à l'intérieur de toi, ça te ronge. Là, je me souviens d'un repas de famille. On est allé faire une petite balade en haut d'une tour qu'on a au-dessus d'Orieux, là. Et puis, papa, il s'est cru en temps de guerre, quoi. Il a vu des Viet Cong quoi, cachés derrière des buissons, des arbres, parce que c'est là-haut, il y a beaucoup d'arbres et tout. Et puis, je me souviens qu'il y avait des motards qui passaient, puis il y en a un qui s'est arrêté parce que papa, il criait au secours. Du coup, il leur a dit attention, ils sont là. Donc, il commençait déjà bien à perdre la tête à l'époque. Nous sommes allés prendre un verre au bar. Nous avons discuté un bon moment, très sympa. Enfin bon, ça se passait bien. Et puis nous, à 1 heure du matin, le casino fermait. Donc nous sommes sortis et mon ami est venu me dire, écoute, je te laisse 5 minutes puisque tu es en bonne compagnie et je raccompagne quelqu'un qu'elle avait rencontré, je raccompagne, mais j'en ai pour 5 minutes. Donc on attend, puis petit à petit tous les gens se dispersent. On s'est retrouvés tous les deux tout seuls, on a fait les 100 pas pendant une bonne heure en se disant, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Et puis vers 2 heures du matin à peu près, il pleuvait. Donc Michel m'a dit, je connais un endroit où on peut avoir un taxi. Et le lendemain, j'ai su par mon amie qu'elle était tombée en panne et qu'elle avait passé la nuit sous un pont à attendre le premier quart du matin. Heureusement qu'il y avait des cars qui passaient de bonne heure encore à l'époque, entre hier et Toulon. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc chaque fois que j'ai été de repos, nous sommes sortis ensemble. On est allé à Saint-Tropez, on est allé à l'île de Porquerolles, enfin on a fait quelques sorties. Et il a fini par me dire qu'il repartait le 2 juin et qu'il partait en Afrique. Alors là, problème, je dis, je voudrais bien vous suivre, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Donc on en est resté là, il est parti le 2 juin. Et pour notre chance et pour le malheur des autres, il y avait une grève de dockers. Donc nous nous sommes revus, on a revu le problème, comment faire pour que je puisse le rejoindre. Moi, je me rappelle d'un dimanche où il y avait une grande réunion de famille avec les cousines, où papa, justement, a complètement disjoncté. Il a ouvert une fenêtre et puis il a crié au secours. Et puis là, maman était assez en colère parce que, disons, il se contrôlait plus du tout, puis on n'arrivait pas à le contrôler. Du coup, je me souviens bien, après on l'a amené en cuisine pour l'isoler, là-bas. Et après ça s'est calmé tout seul, je crois, où il s'est mis à s'endormir, où on était allé le mettre dans sa chambre. Voilà, d'un coup, c'est pareil là, il a crié au secours parce qu'il a l'impression qu'on l'avait kidnappé. Et ça a été justement la veille du dernier jour qu'il a passé à Rio. Le lundi matin, moi je me réveille, donc je travaillais pas les jours de la semaine là. J'étais en récup. Et j'ai vu que quand je suis descendu, il était déjà en cuisine avec mamie.
et tout. Bon, bah, là, je me suis pas fait trop de soucis et tout. Donc, je suis remonté dans ma chambre, après je suis redescendu, et puis je l'ai vu qu'il faisait des allers-retours. Donc, entre bah, la porte de la cuisine et la porte du salon. Donc, je me suis dit, c'est bizarre déjà là. Bon, voilà. Et puis, ouais, il a un comportement bizarre. Quand je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, on sent bien, hein, quelqu'un qui va pas par rapport à la veille. Déjà la veille c'était pas terrible, mais alors là, ce jour-là c'était la catastrophe. Et puis à un moment donné, il s'est dirigé donc vers la télévision. Là, on a un stock de bûches pour la cheminée. Et puis mamie est arrivée. Alors donc c'était lundi matin. En général, je faisais la poussière et tout. Donc et je l'ai vu qu'il a pris une bûche. Et puis il a voulu taper sur mamie. Il l'a pris pour un ennemi, quoi, je pense. D'un seul coup, il s'est mis à boxer dans l'air, puis après, il s'est mis à boxer devant moi, puis après, il voulait me toucher. Donc, il donnait des petits coups, puis après, des coups plus puissants, tu sais. Du coup, bon, là, j'étais obligé de le faire asseoir dans le fauteuil, et puis de l'attacher. Du coup, il a fallu que je trouve une corde avec. Maman, on a trouvé une corde et tout, puis on l'a attaché. C'était le terrible parce que t'attaches ton père et tout, alors là. Et là, ben, finalement, on a vu que la seule solution, c'était le mariage. Donc, il n'était pas contre, et moi non plus. Donc, voilà. Donc, il m'a dit, dès que j'arrive en Afrique, il était nommé au Tchad à Ngigmi, et comme chef de poste et opérateur radio. Il assurait les liaisons donc, avec Niamey, entre autres, qui était la capitale du Niger, mais bon, assez loin. Hein. Donc là, une fois arrivé là-bas, il a appris que les femmes n'étaient pas autorisées à rejoindre leur fiancé ou leur mari, à raison des difficultés de liaison entre Gigmi et Niamey dont on dépendait. Une fois à Niamey, il a refait une demande de mariage, parce qu'il fallait passer par les autorités militaires hein, pour se marier. On ne se mariait pas comme ça. Et moi, j'ai eu une enquête de gendarmerie. 2 gendarmes sont venus, un peu intimidants évidemment. Enfin, ils m'ont posé quelques questions, puis en partant, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on fera un bon rapport. Et finalement, en janvier 59, j'ai reçu un avis de départ que c'était autorisé, que mon départ était autorisé pour rejoindre mon fiancé en vue du mariage, le plus rapidement possible. Il ne fallait pas que ça traîne. Donc je suis partie, j'ai embarqué le 4 février avec un ordre de départ de l'armée, donc le soir. Et je suis arrivée le 5 au matin, vers 6 heures du matin, avec accueil de l'assistante sociale, de je ne sais plus qui c'était, enfin un officier aussi, bon, réception en grand tralala. Mais je ne voyais pas Michel. Alors je disais, bon sang, ça va durer longtemps. Et puis finalement, bon, avec Michel, on nous a raccompagnés jusqu'aux messes, où j'avais messe militaire, donc, tu vois. Et donc j'avais une chambre réservée. Alors bon, la journée s'est passée, et le lendemain matin, tout de suite, mariage civil, donc à Diabé, et mariage religieux l'après-midi, je crois, vers 17h. Enfin, je ne suis pas sûre de l'heure, mais c'est important quand même parce que l'après-midi, Michel avait l'intention de retourner voir les préparatifs parce qu'il avait invité tous ses connaissances, enfin amis, tous les jeunes qu'il avait rencontrés pour un couscous. Donc, il m'avait dit, je reviens vous prendre, vous voyez encore à l'époque, je reviens vous prendre à 4 heures, et à 4 heures, personne. 4h30, personne. Enfin, je ne sais plus exactement à quelle heure il est arrivé, mais enfin, quand il est arrivé, on s'est dépêché de prendre, il avait une Vespa, ou c'était peut-être pas une Vespa, mais enfin quelque chose du même genre. Donc on a foncé, mon petit chapeau sur la tête que je retenais d'une main, et on est arrivé à l'église, le prêtre était en train de fermer à clé la porte de l'église. Enfin bon, les amis commençaient à se disperser aussi, commençaient à en avoir marre d'attendre. Et finalement, bon, on s'est mariés, mais alors je me souviens de rien, ça a été tellement rapide, l'échange des anneaux, l'échange des oui, enfin on a eu notre bénédiction, donc le soir couscous. Donc là, j'ai travaillé 6 mois jusqu'à la naissance de Dominique, qui est né fin novembre. Et là, Michel m'a accompagné à la maternité, mais n'a pas pu rester, il n'a pas pu assister à la naissance de son fils, parce qu'il était de service, donc il fallait qu'il assure ses vacations. Et c'est à midi ou 1h, enfin à la fin de
de son poste qu'il est venu et qu'il a fait la découverte de son premier fils. Voilà. Et puis là, donc, c'était le matin. Et vers midi, on est arrivé à voir le Toubi, justement, qui n'avait pas pu venir le matin très tôt, là, quand il a eu sa crise. Donc, le Toubi de Chabon, qui lui a donné un calmant et tout, mais ça n'a rien fait du tout. Et du coup, on a décidé d'appeler les urgences, les pompiers. Ils nous ont envoyé donc une fois une ambulance avec du personnel qui n'était pas qualifié, qui ne savait même pas quoi faire face à quelqu'un qui avait une crise comme ça. Du coup, ils sont restés une demi-heure pour rien du tout, puis ils sont repartis. Après, il y a eu les pompiers qui sont arrivés, eux, mais comme ils prenaient leur service qu'à 21h, ils sont arrivés qu'à 21h. Ils ne pouvaient pas intervenir dans la journée. Du coup, eux, ils avaient donc ils avaient tout le matériel qu'il fallait. Puis c'était des gens qui connaissaient bien, il y en avait un, je me souviens très bien de quelqu'un, il avait été formé pour. Donc il discutait avec papa là. Bah, justement, comme il était militaire lui aussi, à l'époque, il lui faisait remémorer ses souvenirs. Puis c'est très bien passé, il s'est pas méfié. Il les a suivis jusque dans le véhicule et après donc ils ont pu l'amener à l'hôpital de Voiron. Du coup, il a pu être transféré là-bas. Et alors là, tous les week-ends, parce que ouais, forcément la semaine je travaillais, on y allait samedi et dimanche. On lui lisait un petit peu des journaux. Moi, je sais qu'il aimait bien, par exemple, au début, j'amenais des magazines, par exemple, Mystère, où il y avait des phénomènes paranormaux, je lui disais, mais je savais qu'il m'écoutait à l'époque. Au tout début, c'était ça, c'était la première année. Et puis après, bon, bah, ça s'est dégradé. On nous a dit 2 ou 3 fois qu'il allait mourir, il fallait qu'on se prépare. Du coup, c'est parce qu'il avait un problème cardiaque. Du coup, bah, son pacemaker s'est arrêté, mais il a continué au moins 2 ou 3 ans après. Alors, quand on allait là-bas, bah, on jouait aux cartes, soit on lisait. Et ça a duré pratiquement 4 ans, quoi. Sur les 4 années, disons qu'il y en a la moitié où il était bien conscient, et après, on sentait qu'il n'y avait plus personne. C'était un légume. Voilà. Et puis, il est mort en 2013. Donc, de 2009, il est parti d'ici à 2013, voilà, où il était enterré à Oyeux. Michel a donc pris sa retraite en 1971 et après avoir accompli une belle carrière, dont les derniers événements se sont passés entre 61, 62 et 71, puisque là, il a pu assister à l'inauguration du tunnel du Mont Blanc. Il a été également à la garde d'honneur pour une arrivée du général de Gaulle en gare de Dijon. Et il a clôturé sa carrière avec la remise de la médaille militaire au cours d'une cérémonie à Pontcharrat. Lorsque Michel a pris sa retraite, il est donc entré dans la vie civile. Lorsque nous sommes arrivés installés à Oyeux, l'autoroute de l'Area était en construction. Michel a fait une demande et dès que possible, il a été embauché comme pupitreur au péage de Rives et il a terminé sa carrière donc jusqu'à ses 60 ans. Et par la suite, alors, nous avons pu voyager, nous déplacer beaucoup plus facilement. Nous avons beaucoup essayé de voir le plus possible de choses. En 1999, nous avons fêté nos 40 ans de mariage. On avait réuni la famille, les plus proches. Nous avons passé une journée merveilleuse dans une ambiance très très chaleureuse. Et cela a été un très très beau jour et un très beau souvenir pour nous.